Népès tua sa femme de 9 coups de couteau au corps et au visage. Il épargna ses 2 filles, témoins du meurtre. Il leur expliqua qu'il y avait un problème avec la nourriture, que ça faisait des années qu'elle n'avait plus aucun goût, que ça cachait quelque chose de très louche, qu'il fallait s'occuper des mouches, que les mouches étaient une piste sérieuse. Il disparut. Les enquêteurs constatèrent avec désarroi que depuis plus d'1 an, Népès avait détruit toute trace administrative de son existence. Plus de compte en banque, d'assurance, de sécurité sociale, d'identité. Sa carte avait été déclarée perdue. Quelqu'un l'avait retrouvée, Népès n'était jamais venu la récupérer. Aucun moyen de suivre ses déplacements. Ils espéraient le retrouver assez vite, à la faveur d'un délit commis pour survivre, mais ignoraient qu'il disposait de 50 000 € en liquide et de l'appartement loué depuis 11 mois
sous un faux nom à l'autre bout de la France. La première année que Jean-Jacques Népès passa à Ouistreham, sous le nom de Georges Népès, s'avéra plus simple que celle précédant le meurtre. Il était possible d'en déduire qu'il se sentait plus heureux. Aussi bien pouvait-on en conclure l'inverse. Il louait une maison appartenant au territoire de la commune, mais éloignée de la ville, entourée du silence, de quelques mouettes et des vibrations des poids lourds empruntant la D514. Aucun voisin, du vent. Quand il soufflait dans la bonne direction, il apportait les cornes de brume des cargos et l'appel du ferry. Népès courait tous les matins jusqu'à un bar PMU de Rivagella, à 3 km de chez lui. Il buvait du muscadet, lisait ses magazines et remplissait les tickets de quintet en compagnie de quelques vieux qui demeurent ses amis. À midi, il mangeait le plat du jour et retournait en marchant au 43 chemin des Pèlerins. Le reste de la journée, il regardait la télévision, la pluie, les nuages, s'occupait de son jardin, relisait les romans de Philippe Cadic, se masturbait peu, beaucoup moins qu'avant. Après 11 mois de cette vie, il parut tomber malade. Les 3 premières semaines, il demeura au lit la plupart de son temps, pâle. Il s'alimenta peu, absorba surtout du café. Des gens lui rendirent visite. Il ne parla pas. Les visiteurs se lassèrent. Un médecin, envoyé aux frais de Pierre, le patron du PMU, tenta de l'ausculter. Népès refusa. Le médecin insista, le malade lui lança au visage une cafetière italienne pleine et fumante qui manqua son but. Il menaça d'une voix faible d'aller chercher le couteau de cuisine si on ne lui foutait pas la paix. Personne ne revint. On raconta que Jean était devenu dingue. Il passa 2 autres semaines à régurgiter tout ce qu'il avalait. Du vin. Il buvait sa cave jour après jour. Tout finissait dans une bassine dont il versait le contenu par la fenêtre et qu'il ne lavait pas. Il se penchait en plein sommeil et quitta son lit pour dormir sur le sol. Il toucha plus. Laissa sécher. Jeta les draps, la housse, tout dans le jardin. Le vomi et la merde attirèrent des dizaines de guêpes. La fièvre le saisit. Il pleura, cria, se disputa avec des interlocuteurs invisibles qu'il appelait Seigneur ou grand-père. Un matin, il prit le téléviseur à bras-le-corps, il voulut le déplacer, tomba, entraîné par le poids de l'objet qui se fracassa au sol, se coupa de partout. Un soir, il bousilla sa voiture à coups de hache. Une nuit, son ventre le fit souffrir, il cracha du sang. La dernière semaine, sa fièvre empira, mais il sembla retrouver de sa vigueur. Il cassa ses fenêtres à coups de marteau et les encadrements à coups de hache. Barricada les trous avec des planches qu'il trouvait à la cave. Il vida ses meubles, entassa toutes ses possessions dans une pièce et on finit par ne plus se poser la question. Le loyer et les factures étaient payés. Personne n'avait aucune raison d'aller le déranger. Finalement chez nous.